Bonjour et bienvenue à cette vidéo pour le cours de Sciences et technologies de 3e secondaire. Aujourd'hui, on va parler de biotechnologie. On va parler notamment de culture cellulaire, de procréation médicalement assistée, de vaccination et d'organismes génétiquement modifiés. Donc, si on commence par notre premier sujet, qu'est-ce que la culture cellulaire? Donc, la culture cellulaire consiste à isoler un type de cellule pour la reproduire et la multiplier dans un milieu contrôlé en laboratoire afin d'obtenir une quantité utile. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On va prélever un échantillon sur un organisme qu'on veut reproduire en laboratoire. Cet échantillon, on va le mettre dans un milieu de culture qui va avoir des conditions optimales pour la multiplication de ce type de cellules. On va ensuite le mettre dans un incubateur et après un certain temps, on va obtenir une quantité qu'on va pouvoir manipuler. La culture cellulaire, c'est utile pourquoi? Donc, c'est utile pour réparer des tissus et des organes. Notamment, ici, on voit un chercheur qui a réussi à produire une culture de peau. Fait que pour les grands brûlés, qui auraient une partie importante de leur corps qui serait brûlée, on pourrait prendre une cellule de peau, la reproduire, créer dans le fond une genre de patch de peau artificielle qu'on pourrait ensuite transplanter. C'est aussi utile pour détecter des maladies. Donc, si tu es malade, on va prendre un échantillon de la gorge, du nez, peu importe, et on va mettre ça sur un milieu de culture pour pouvoir faire multiplier les bactéries présentes dans ton corps et pour ensuite les identifier. C'est aussi utile pour effectuer la procréation médicalement assistée, ce qu'on appelle des fois les bébés éprouvettes, et c'est aussi utile pour produire des vaccins. Et ça, c'est les 4 grandes utilités des cultures cellulaires. Maintenant, c'est quoi les étapes d'une culture cellulaire? Et ça, c'est quelque chose que vous devez savoir parfaitement. Donc, la première étape, on a à l'écran une image d'une fiole de sang qui aurait été prélevée chez quelqu'un. C'est le prélèvement d'un échantillon dans le milieu d'origine. Ici, ça peut être différents échantillons. Je donne l'exemple de la fiole de sang. L'objectif, c'est d'avoir les cellules qu'on veut utiliser. Et ensuite, si nécessaire, on peut les séparer des autres cellules parce qu'on veut vraiment un échantillon unique qui contient juste le type de cellule qu'on veut reproduire. Ensuite, deuxième étape. Deuxième étape, on va transférer la cellule en question dans un milieu de culture. Et là, le milieu de culture il est adapté à l'échantillon et contient les nutriments essentiels à une croissance optimale. On met vraiment toutes les chances de notre côté pour que la cellule puisse se reproduire de la meilleure façon, le plus rapidement possible, en lui donnant les nutriments, les conditions de chaleur, température, pH, luminosité, pour qu'elle puisse bien se reproduire. Ensuite, une fois que le milieu de culture est préparé, on va mettre le tout dans ce qu'on appelle un incubateur pour la période d'incubation, encore une fois dans les conditions favorables, les conditions optimales pour sa croissance. Donc ici, on parle encore une fois de température, humidité, lumière. Et enfin, la quatrième étape, qui pour moi est un peu moins importante, c'est la croissance cellulaire et la conservation. Après un certain temps, dans l'incubateur, mes cellules se sont multipliées, j'obtiens un milieu de culture qui est riche en cellules, et je peux, à ce moment-là, prendre ma culture cellulaire et la mettre dans un réfrigérateur pour la conserver pendant un certain temps pour plus tard si c'est nécessaire. Donc, c'est vraiment lorsqu'on a obtenu la quantité utile désirée. La culture cellulaire, c'est important parce que dans notre corps, on a plein de cellules spécialisées. Vous voyez à l'écran une image et on voit qu'il y a des tissus épithéliales qu'on retrouve au niveau de la peau, des tissus conjonctifs encore au niveau de la peau, des tissus adipeux qui sont les tissus graisseux qu'on retrouve dans la graisse abdominale. On retrouve aussi du tissu nerveux au niveau du système nerveux central comme le cerveau et du tissu musculaire dans nos muscles. Et tout ça, c'est des cellules spécialisées. Les cellules spécialisées, ils sont excellentes pour faire un travail. Mais le problème, c'est qu'elles ont de la misère à se reproduire
et elles ne peuvent pas devenir autre chose. Elles sont juste un seul type et elles vont mourir de ce type-là. Les cellules souches ont un avantage incroyable pour les cultures cellulaires parce que c'est une cellule pluripotente, c'est-à-dire qu'elles ont le pouvoir de se reproduire indéfiniment et ensuite de se spécialiser. Ça veut dire que je pourrais prendre des cellules souches, je pourrais les multiplier à l'infini, je pourrais prendre une partie de mes cellules souches pour faire des cellules nerveuses, une partie des cellules souches pour faire des cellules musculaires, une partie de mes cellules souches pour faire des cellules osseuses. Je pourrais les transformer en n'importe quelle autre cellule. Fait que les cellules souches, c'est vraiment des cellules miracles un peu. Donc, je vais faire une culture cellulaire de cellules souches, le vase de Petri qu'on a au milieu de l'écran ici, et une fois que j'ai obtenu ma culture cellulaire de cellules souches avec suffisamment de cellules, je peux les transformer en neurones, en entérocytes, en hématocytes, en cellules cardiaques, en ostéocytes, et ainsi de suite. Donc, les noms sont pas à retenir, mais il faut comprendre que les cellules souches peuvent se transformer en n'importe quelle cellule. Cellules des os, du cœur, du foie, des intestins ou du cerveau. Où est-ce qu'on retrouve les cellules souches? Eh bien, les cellules souches se trouvent dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est la partie centrale de nos os. Nos os sont creux. À l'intérieur de notre os, il y a une espèce de membrane fibreuse qui ressemble un peu à une éponge, et celle-ci est remplie d'un liquide qu'on appelle la moelle osseuse, qui est du sang en formation. On va dire ça comme ça. Donc, les cellules à l'intérieur de la moelle osseuse vont se transformer en cellules du sang, comme des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes sanguines. Alors, la moelle osseuse, c'est des futures cellules sanguines, et c'est donc des cellules souches. Fait qu'on retrouve dans la moelle osseuse des cellules souches. On retrouve aussi des cellules souches dans le sang du cordon ombilical. Et le bébé, dans le ventre de la mère, est en formation et il a besoin d'avoir plein de cellules rapidement qui vont se spécialiser pour se transformer en toutes les parties de son corps. Donc, le sang du cordon ombilical contient beaucoup de cellules souches. Donc ici, ce qu'on peut faire, on peut avoir la fécondation d'une ovule par un spermatozoïde, ce qui va donner une ovule fécondée, un embryon. L'embryon va se développer, il va produire des cellules souches qu'on pourrait prélever et cultiver en milieu de culture pour ensuite donner des cellules pour le système circulatoire, le système nerveux, le système immunitaire, des cellules spécialisées. Par contre, c'est quand même de la culture d'embryon, c'est un sujet qui est quand même délicat, ce qui peut être sujet de controverse. Maintenant, notre deuxième sujet, c'est la procréation médicalement assistée. Donc, c'est faire une fécondation artificielle un petit peu. Et on voit ici à l'écran les spermatozoïdes qui rencontrent l'ovule. C'est ce qu'on veut faire dans la procréation médicalement assistée. Fait que la première méthode, c'est ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Vous avez ici à l'écran un schéma de l'utérus, vu de face. On voit en jaune ici, c'est les ovaires. En rouge, les trompes de Fallope vers l'utérus qui est ici au centre. Et en bas, on a le vagin. Et on a identifié en 1 une première stratégie, une première méthode de procréation médicalement assistée, qui est la stimulation de l'ovaire par injection d'hormones. Et l'autre stratégie utilisée lors de l'insémination artificielle, c'est l'injection du sperme dans l'utérus. Alors, si on parle de stimulation ovarienne, qui est la première partie de l'insémination artificielle, la stimulation de l'ovaire par injection d'hormones permet de libérer un ou plusieurs ovocytes prêts à être fécondés, augmentant ainsi les chances de fécondation. Les ovocytes, c'est le nom que portent les ovules avant d'être libérés par l'ovaire. Fait que si on veut libérer un ou plusieurs ovules dans les trompes de Fallope, alors on va injecter des hormones qui vont stimuler l'ovaire, tout simplement. Fait que si l'injection ovarienne peut être faite de 10 à 12 jours avant la maturation des ovules, et on espère qu'il y en ait plusieurs qui soient libérés dans ce cycle-là. On peut prendre le temps de
de superviser notre future maman avec des échographies pour s'assurer que tout se passe bien. Ensuite, la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Ici, parfois, le père, le futur père, il y a un compte de spermatozoïdes qui est plus bas, des spermatozoïdes qui sont moins vigoureux, qui ont de la misère à passer le col de l'utérus. Donc, on va faire l'injection du sperme dans l'utérus. Ça consiste à recueillir le sperme du conjoint, d'y sélectionner les plus vigoureux et les introduire directement dans l'utérus. Fait que si on recueille le sperme, on le traite en laboratoire pour choisir juste les spermatozoïdes les plus vigoureux pour en faire un échantillon super concentré de super spermatozoïdes. Et ensuite, avec un cathéter mince, on va l'injecter à l'intérieur de l'utérus. Comme ça, on va traverser la première barrière qui parfois peut être difficile, le col de l'utérus. Avec la stimulation de l'ovaire et l'injection du sperme, ces deux stratégies-là ensemble, ça fait ce qu'on appelle l'insémination artificielle. La deuxième méthode de procréation médicalement assistée, c'est la fécondation in vitro. Donc, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. La première étape de la fécondation in vitro, c'est la stimulation ovarienne. On vient de la voir. On injecte des hormones, ça va libérer plusieurs ovocytes. Mais ici, on va les prélever à l'aide d'une seringue pour faire la fécondation à l'extérieur du corps de la femme. On va en même temps recueillir des spermatozoïdes chez le futur père. On va encore une fois les traiter en laboratoire pour sélectionner les plus vigoureux. Et on va mélanger tout ça ensemble dans une éprouvette. Un bébé éprouvette, c'est une ovule avec des spermatozoïdes qu'on a mélangés ensemble. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir fécondation, donc ça va créer un embryon. On va le faire croître en éprouvette et quand il va être prêt, on va le transférer dans l'utérus pour qu'il puisse se nidifier dans l'endomètre et produire un fœtus et un bébé. Donc ça, c'est les différentes étapes de la fécondation in vitro. Fait que ici, ça ressemble un petit peu à l'insémination artificielle parce qu'il y a toujours le transfert à l'intérieur de l'utérus directement avec un cathéter. Il y a la stimulation ovarienne. La seule différence, c'est que la fécondation, au lieu de se produire dans les trompes de Fallope pour l'insémination artificielle, va se produire dans une éprouvette par fécondation in vitro. Et si on veut juste faire un petit lien avec ce qu'on vient de voir, il y a une culture d'embryon. Donc, c'est un lien avec les cultures cellulaires qu'on a déjà vues précédemment. Lors d'une fécondation in vitro classique, donc la méthode normale de la fécondation in vitro, c'est lorsqu'on va déposer une goutte de sperme contenant des millions de spermatozoïdes sur une plaque de laboratoire où une ovule est en culture. Donc, on essaye de laisser la vie se produire normalement, même si ça se produit dans une éprouvette. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un échantillon de sperme, plein de spermatozoïdes, et que le meilleur gagne, comme dans le corps humain lors d'un rapport sexuel normal, d'une fécondation normale. Par contre, si on parle d'une fécondation in vitro par micro-injection, là, c'est un petit peu différent. On va tricher un petit peu la nature. Parce que ce qu'on va faire, on va faire la sélection d'un spermatozoïde vigoureux et son injection directement dans l'ovule à l'aide d'une micro-seringue. Ici, ce qu'on voit en bas, on voit notre ovule qui est la partie plus rose foncée. Et d'un côté, on a une espèce de petite pince qui est un petit cathéter qui va aspirer l'ovule pour le tenir en place. Et de l'autre côté, on a une petite micro-seringue pour injecter un seul spermatozoïde dans l'ovule pour féconder. Donc, on force la fécondation et on choisit le spermatozoïde et l'ovule pour l'accoupler. Donc, ça permet aussi parfois de contourner certaines maladies génétiques. La fécondation in vitro par micro-injection, ça pourrait mener à des dérapes un petit peu. C'est pour ça que c'est très réglementé. Maintenant, avant-dernier sujet, la vaccination. Sujet de l'heure avec la COVID-19. C'est quoi la vaccination? Avant d'expliquer la vaccination, il faut que j'explique deux mots super importants, anticorps et antigènes.
Fait que ce qu'on voit dans l'image qui est là présentement, ben on a notre grosse molécule, notre gros dessin orange. Ben ça, c'est un élément anormal présent dans le corps. C'est un virus, c'est une bactérie, c'est une bobite qui n'est pas le bienvenu dans notre corps. C'est un intrus. On a notre cellule grise ici qui est une cellule immunitaire. C'est un globule blanc, tout simplement. Et l'antigène, c'est les espèces de petits triangles qu'on retrouve à la surface de mon corps étranger. Donc, un antigène, c'est quelque chose qui n'est pas moi. C'est mon étiquette qui indique que ça, c'est un corps étranger. Et l'anticorps, c'est mon espèce de petite branche ici en bleu qui s'attache aux antigènes et qui va sonner l'alarme. Donc, les anticorps, c'est les détectives qui vont découvrir les intrus. Alors, si on prend les définitions, anticorps, protéine qui est produite par le système immunitaire pour détecter les agents étrangers. Donc, c'est mes détectives. Les antigènes, c'est une protéine qu'on retrouve à la surface des cellules qui servent à l'identifier. Donc, c'est mon étiquette. Et ça, on va le trouver sur tous les types de cellules, même les virus et les bactéries. Fait qu'on peut, à l'aide d'anticorps, détecter des intrus parce qu'ils vont avoir leur étiquette à la surface de leur structure, que ce soit une cellule, un virus, une bactérie ou peu importe. Donc, l'anticorps, c'est le détective. L'antigène, c'est l'étiquette de l'intrus. Donc, l'anticorps va réussir à trouver l'antigène. Maintenant, sachant ça, on peut expliquer pourquoi se faire vacciner. À quoi ça sert de se faire vacciner? Bien, en fait, ici, vous avez en 3 étapes comment ça fonctionne la vaccination. Dans la première étape, je prends un microbe actif. Je vais le traiter chimiquement en laboratoire pour le rendre inactif et produire un vaccin. Et là, le vaccin va introduire dans le corps une forme inactivée du microbe, mais cette forme inactivée du microbe va quand même déclencher l'alerte et les défenses du corps vont se mettre en marche pour le détruire. Sauf que le corps vient maintenant de découvrir, d'apprendre comment tuer ce virus-là, ce microbe-là. Fait que lorsque le vrai microbe actif rentre dans le corps, mon vrai microbe actif est ici à l'étape numéro 3, eh bien, mon corps, il est reconnu par les défenses de mon corps qui va l'éliminer et la maladie ne se développe pas. Fait que si j'ai déjà des soldats qui sont prêts à éliminer ce virus-là, j'ai déjà des assassins spécialisés pour tuer ce microbe-là parce que je les ai développés lorsque j'ai rencontré la première fois à l'étape 2 le microbe inactif. Donc, c'est pour ça. C'est pour préparer notre corps à rencontrer le vrai microbe et à se défendre rapidement, efficacement. C'est à ça que ça sert, un vaccin. Et pour mettre l'emphase sur le vaccin, voici un graphique de la réponse immunitaire. Donc ici, il y a 2 contacts avec l'antigène. Le premier contact, ici, à gauche, et le deuxième contact, plus au centre, vers la droite. Et sur l'axe des Y, c'est la quantité d'anticorps dans le sang. Donc, c'est la réponse immunitaire. C'est comment le corps se défend contre le virus. Fait que lorsque j'ai mon premier contact, qu'est-ce qui va se passer? Bien ici, ça va prendre un certain temps avant que mon corps découvre l'intrus. Comme c'est en semaine, mais ça prend quasiment une semaine avant que mon corps réagisse, dise « Wow, je me fais attaquer, là, je vais être malade. Il y a un virus, une bactérie qui est dans mon organisme, puis qui se développe, puis qui est en train de saper mon énergie. » Mais ça prend une semaine, presque, avant que mon corps réagisse. Et quand mon corps va réagir, la réponse immunitaire qu'il va produire est quand même pas très élevée. Parce qu'il n'y a pas encore de cellules spécialisées, d'assassins spécialisés pour combattre ce virus-là. Il va donc devoir les développer. Et le temps qu'il les développe, à ce moment-là, la réponse immunitaire est moins puissante, moins intense. Tandis que si on prend le deuxième contact, bien là, mon corps, il connaît déjà l'intrus. Il sait déjà le reconnaître. Fait que dès que l'intrus va rentrer, la réponse immunitaire va commencer, le contact va être très, très rapide.
Et comme il y a déjà des assassins spécialisés qui peuvent produire, qui sait comment les entraîner, ben à ce moment-là, la réponse immunitaire va être très, très intense. Donc, lors du premier contact, on a une réponse immunitaire qui est lente et faible, mais lors du deuxième contact, on a une réponse immunitaire qui est rapide et intense. Fait que quand on reçoit un vaccin, ben l'objectif, c'est sauter la réponse primaire. C'est la faire déjà, mais avec un antigène qui ne va pas te rendre malade. Fait que tu vas recevoir une première dose du vaccin qui va développer ta réponse immunitaire, qui va être le premier contact. Et quand tu vas rencontrer pour une deuxième fois la maladie, soit parce que tu l'as attrapé par une personne au hasard, ben à ce moment-là, ton corps est prêt à se défendre et il va se défendre très, très rapidement et de façon très intense pour éliminer rapidement l'intrus. Il y a différents types de vaccins qu'on peut fabriquer. Donc ici, cette image-là représente les 3 types de vaccins. Je ne vais pas lire chacun des textes pour chacun, mais je vais vous les expliquer. Si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, lire les petits textes. Moi, je vous les explique. Donc le premier, c'est le germe entier. On va prendre le virus au complet, on va le traiter chimiquement pour le rendre soit mort, soit le rendre inactivé, et on va t'injecter directement le germe en entier, le virus au complet, dans le vaccin. Ensuite, le deuxième type, c'est le germe partiel. On a vu sur le germe entier qu'il y a des espèces de petites épines à la surface de mon virus. Mais ces épines-là, c'est mes étiquettes qui permettent de reconnaître les virus. Alors à ce moment-là, on va couper les étiquettes, puis on va injecter les étiquettes dans le vaccin, et ça va permettre à ton corps de détecter ces étiquettes-là, comprendre que c'est des intrus, et créer des assassins spécialisés pour reconnaître ces étiquettes-là. Fait qu'ici, c'est reconnaître l'étiquette. Et enfin, le codage génétique, ben, on va injecter une partie de l'ADN de mon virus dans le vaccin. Et là, c'est la partie de l'ADN qui va coder l'étiquette ou l'enveloppe, mais qui ne va pas coder la partie qui rend malade. Et à ce moment-là, l'ADN va se multiplier dans notre corps, produire les parties qui vont développer, qui vont activer notre système immunitaire sans produire les parties qui vont nous rendre malades. Donc, on va vraiment injecter uniquement la partie d'ADN, souvent sous forme d'ARN, qui va juste coder la partie qui nous permet d'identifier le virus. Et ça, c'est nos 3 méthodes pour produire un vaccin. Comment c'est fait un vaccin? Bien ici, ce n'est pas un sujet d'étude, mais je voulais vous le présenter. Voici les étapes de fabrication d'un vaccin. On remarque qu'à la première étape, c'est la mise en culture des germes. On va faire une culture cellulaire avec le microbe qu'on veut inoculer dans notre vaccin. Et on va ensuite le récolter, on va le purifier, on va l'inactiver si c'est le type de vaccin qu'on veut faire. On va ensuite le combiner avec des assemblages de valence, on va ajouter les stabilisants, les agents de conservation, l'adjuvant. Et on va ensuite préparer nos doses. On peut faire de la lyophilisation si nécessaire, ce qui veut dire enlever l'eau. On peut le conditionner, ce qui veut dire préparer nos boîtes, l'envoyer par la distribution, et ainsi de suite. Mais ce qui est important de remarquer, c'est qu'à chacune des étapes, il y a du contrôle. On ne peut pas avoir un vaccin qui est pas bon pour la santé, qui est dangereux pour l'être humain. C'est tellement contrôlé, c'est tellement surveillé, les étapes de fabrication d'un vaccin, que si le vaccin est rendu à la distribution, que les médecins le donnent, c'est parce qu'il a fait ses preuves et il est sécuritaire et il va nous aider. Dernier sujet du jour, les organismes génétiquement modifiés. L'image que vous avez au tableau, c'est un épi de maïs avec la chaîne d'ADN pour faire penser au maïs transgénique
que vous avez vu dans la vidéo que je vous ai passée en classe. C'est quoi un OGM? Eh bien, vous avez à l'écran deux pommes. Vous avez la pomme de gauche, qui est la pomme régulière, hein, Apple Variety Regular. Je m'excuse si c'est en anglais. Et on a de l'autre côté la pomme arctique. Et l'arctique, c'est une pomme OGM qui a un gène différent qui fait qu'elle ne va pas brunir comme la pomme régulière, la pomme normale. Donc, la pomme normale, quand on la laisse à l'air, elle va brunir parce qu'elle va s'oxyder. Eh bien, ici, la pomme arctique ne s'oxyde pas. Fait qu'on pourrait la couper, la laisser à l'air et elle ne va pas devenir brune. C'est quand même intéressant, parce que je ne suis pas grand monde qui aime ça, manger une pomme qui est rendue brune. Comment on fait les OGM? Bien, on fait des transformations génétiques. À l'écran, vous avez un peu le schéma des deux étapes pour faire un OGM. La première chose qu'il faut faire, on va trouver un gène cible, généralement dans un autre organisme, qui peut être une autre plante, un autre animal, un gène qui donne une propriété qu'on veut voir chez notre ADN normal. Fait que si j'ai une plante, exemple un maïs, je veux qu'il soit résistant au Roundup, eh bien, je vais trouver une plante qui est résistante au Roundup, je vais trouver le gène qui crée cette résistance-là, et je vais le couper avec des molécules en laboratoire. Je vais ouvrir avec des molécules en laboratoire la chaîne d'ADN, et je vais insérer l'ADN, le gène cible, dans mon ADN normal de ma plante. Et ça s'effectue avec des protéines, c'est en laboratoire, c'est dans des éprouvettes. Et à la fin, ce que j'obtiens, c'est un ADN qui contient le gène cible. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, faire une transformation génétique. C'est compliqué en laboratoire, mais à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça que vous devez savoir. J'ai pris un gène qui provient d'un autre organisme, je l'ai inséré dans la chaîne d'ADN de l'organisme que je voulais modifier, de mon OGM. Comment fabriquer un OGM? Ici, vous avez toutes les étapes pour faire un OGM, un organisme génétiquement modifié. Ici, je vais identifier le gène d'intérêt sur une plante, une bactérie, peu importe. Donc, ici, c'est le petit bout rouge foncé. Je vais isoler mon gène, je vais l'insérer dans une matrice pour faire une construction génétique. Je vais multiplier ma construction génétique, qui va être mon support pour mon gène. Et ensuite, je peux soit l'ajouter dans une bactérie pour infecter mes cellules ou enrober des microparticules d'aluminium de ce gène-là et les catapulter sur mes cellules, espérant qu'ils vont rentrer dans le noyau. Une fois que c'est fait, je vais faire une culture cellulaire. Une culture cellulaire, on revient à ce qu'on a vu en début de vidéo. Une culture cellulaire avec mes cellules transformées. Et là, je veux voir lesquelles sont mes cultures transgéniques et je vais les incorporer dans mon croisement pour produire une variété commerciale. Donc ça, c'est mes étapes pour fabriquer un OGM. Je ne vous demande pas d'apprendre les étapes pour fabriquer un OGM, mais je veux que vous sachiez qu'on utilise la culture cellulaire pour faire des OGM. Les OGM qu'on a au Canada, parce qu'il y en a au Canada, c'est les espèces qui sont là. Il y a aussi la luzerne, mais la luzerne, on l'utilise juste pour les animaux, fait qu'on ne l'utilise pas chez les êtres humains, donc je ne l'ai pas mis dans mon tableau. Donc on a le canola, le maïs, le soya et la betterave à sucre. Mais au Canada, on ne peut pas utiliser les dérivés d'OGM pour produire de l'huile, de la margarine, de l'amidon, de l'huile, de l'édulcorant, du sirop. On peut juste faire de la farine à partir de maïs transgénique. On peut juste faire de la sauce soya et des protéines à partir de soya transgénique. On ne peut pas faire de l'huile, on ne peut pas faire de la lécithine. Et à partir de la betterave à sucre, on ne peut même pas faire de mélange de sucre granulé ou de sirop de sucre. Fait qu'ici, on est loin d'être le pays qui consomme des OGM à longueur de journée. Par contre, on l'a vu tantôt, c'est compliqué de faire un OGM. Il y a un gros processus et ça prend des manipulations en laboratoire importantes. Tu ne peux pas devenir un OGM ou te faire contaminer par un OGM si tu consommes des OGM. Par contre, pourquoi est-ce qu'on veut faire des OGM? Il y a des avantages à faire des OGM. Et c'est ce qu'on va voir.
Donc, la première chose, on veut améliorer les cultures, soit par le rendement, la résistance au froid, la résistance à la sécheresse, la résistance aux insectes, résistance aux herbicides ou aux pesticides. Donc, on veut ajouter des caractéristiques à mes cultures en fonction du milieu dans lequel ils vont se trouver. Donc, ça, c'est vraiment les plus importantes. Il faut penser que ça veut améliorer les cultures. Si on parle des inconvénients, parce que c'est pas juste un monde de licorne où est-ce qu'il y a juste des avantages, il y a quand même des inconvénients liés aux OGM. Les inconvénients liés aux OGM, eh bien, on peut créer des plantes qui sont résistantes aux herbicides. C'est pas l'OGM qui va créer la plante résistante aux herbicides, mais c'est qu'à force d'utiliser plein d'herbicides sur nos plantes qui sont résistantes à ces herbicides, hein, on parlait du Roundup, eh bien, il y a des plantes qui vont développer la résistance au Roundup, et là, à ce moment-là, notre herbicide sera plus efficace. Même chose, il y a des insectes qui, à force de se faire asperger de pesticides, ben, il y en a qui vont mourir, mais peut-être qu'il y en a qui vont survivre et qui vont créer une génération résistante aux pesticides. Fait que ça ne va pas nous aider en bout de ligne à long terme. Ça peut aussi créer des organismes dangereux. C'est peut-être très minime comme désavantage parce que c'est quelque chose qui arrive pratiquement jamais. On maîtrise quand même assez bien cette technologie et les chances qu'un gène malcommode soit inséré dans un organisme qu'on consomme sont très faibles, voire inexistantes. Même chose pour les nouvelles allergies alimentaires. Ça se peut, mais c'est très faible comme chance parce que ça fait assez longtemps qu'on développe cette technologie et qu'on l'utilise. Le gros problème, et c'est celui que j'aimerais que vous vous souveniez, c'est que la culture d'OGM va diminuer la biodiversité. La biodiversité, c'est extrêmement important sur la Terre et c'est ce qui permet aux espèces de survivre aux catastrophes qui vont se présenter. Et si on n'a pas beaucoup de biodiversité, on risque de voir des espèces s'éteindre. C'est quoi la biodiversité? Donc ça, c'est important de comprendre c'est quoi la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est le nombre d'espèces différentes habitant un même milieu. Donc plus tu as d'espèces différentes qui sont dans le même milieu, plus tu as une grande biodiversité. Si tu as peu d'espèces, ben à ce moment-là, tu as une petite biodiversité. Fait que je parlais en classe des champs à l'époque qui avaient plein de cultures différentes. Et bien là, à cette heure, on a des champs avec juste une seule culture, des monocultures, donc la biodiversité a baissé. Mais la biodiversité aussi, c'est la variété génétique présente dans une même espèce. À l'intérieur d'une même espèce, il faut que tu aies des gènes différents qui s'expriment de façon différente pour que l'espèce puisse être assez différente pour survivre aux maladies qui pourraient se présenter. Si tout le monde est pareil, ben une maladie qui en tue un va tuer tout le monde. Donc ici, on voit une petite image qui représente les 3 niveaux de la biodiversité. Moi, je me suis attardé sur la biodiversité des espèces. Donc, tu as plusieurs espèces dans un même écosystème, dans un même milieu. Et la biodiversité génétique, plusieurs différences génétiques à l'intérieur d'une même espèce. Donc ça, c'est la biodiversité. Avec tout ça, on vient de terminer nos biotechnologies. C'est important de bien comprendre ce qu'on a présenté dans la vidéo. Et je ne vous poserai pas les questions pièges qui ne sont pas dans les choses que j'ai vues dans la vidéo. J'ai vraiment tout résumé la matière qui est à l'étude. Vous pouvez faire une petite feuille d'étude, un petit résumé, réécouter ça, regarder. Et l'important, c'est d'arriver préparé à l'examen. Sur ce, bonne étude.